m'excuse en avance pour mon mauvais français, mais je ne connais que quand on visite le Montréal, la ville qui s'appelle la Hockey City, il faut parler en bon franglais. Dans les années 1960, le cannabis est devenu une drogue récréative populaire dans les plusieurs pays occidentaux industrialisés. Depuis, un débat perdure concernant la libéralisation des contrôles juridiques sur le cannabis et ses impacts sur les usages. Je voudrais aujourd'hui décrire les résultats des études scientifiques portant sur l'évaluation des modalités de régulation du cannabis pendant ces dernières 40 années. Comme nous avons appris à tout à l'heure avec la présentation excellente de Serge Brochu, il y avait beaucoup de formes de réglementation. On commence notre tour du monde de la recherche avec les approches de contrôle d'offres, supply control. Ce sont un ensemble d'interventions ciblant la production, la distribution et la vente de substances psychoactives illicites. Des mesures relayées incluant différents types d'applications de la loi, comme les lois qui augmentent les sanctions criminelles pour l'usage de cannabis, les lois qui réduisent ou suppriment ces sanctions criminelles, la tolérance à l'égard de la vente légale de cannabis, comme le système de coffee shops hollandais, l'octroi de permis à des centres de distribution de marijuana pour l'usage médical et plus récemment, la légalisation de l'usage et la vente de la marijuana à des fins récréatives. Que disent les études? Les résultats de ma revue sont décrits pour la plupart dans deux livres, Drug Policy and the Public Good, publié en 2010 et maintenant en train de révision, et Cannabis Policy Moving Beyond the Stalemate by Robin Room, Benedict Fisher, Wayne Hall, Simon Lenton et Peter Reuter. Ce sont des revues de la recherche à ce sujet. D'abord, il faut parler des marchés clandestins. Il est important de réaliser que les drogues illégales sont des biens achetés et vendus à l'intérieur des marchés qui répondent donc aux lois d'offre et de la demande, supply and demand. Dans les pays producteurs, un nombre important de fermiers s'engageant dans la production de petites quantités de plantations productrices de drogue parce qu'ils génèrent plus de revenus que d'autres plantations. En comparaison à la plupart des marchés licites, les marchés illicites engendrent un grand nombre de vendeurs relativement au nombre d'acheteurs, à cause des profits générés, même avec une petite quantité de vente. Conséquemment, les réseaux de distribution sont très résilients parce que les vendeurs peuvent être facilement remplacés et il existe plusieurs réseaux informels d'amis. Ces éléments limitant la capacité des autorités de l'application de la loi d'éradiquer le marché. En plus, une quantité substantielle de dommages émerge des profits associés au trafic de drogue.
pas de la quantité de drogue ou le usage. Des prix élevés pourraient supprimer partiellement le usage, mais pas les dépenses totales en drogue, parce que les usagers vont se tourner vers des substances moins chères. Il y a plusieurs interventions traditionnelles au niveau de l'offre, ou supply control. La première est l'interdiction. L'interdiction est un ensemble de programmes visant les trafiquants internationaux aux frontières et dans les zones de transit entre les pays exportateurs et les marchés de destination. La vente de drogue illicite au détail dans les pays riches génère des milliards de dollars de vente. Globalement, le cannabis transite par tous les moyens de transport imaginables. Les États-Unis sont possiblement le plus agressif dans le contrôle de l'offre. L'interdiction fut le principal programme fédéral d'application de la loi aux États-Unis au milieu des années 1980, constituant 28 du budget total de contrôle de drogue au fédéral. L'interdiction entraîne une séquence d'ajustements sans fin à la fois des trafiquants et des agences d'application de la loi. Il y a des transformations majeures des canaux de distribution, des modes de transport et des techniques de camouflage de la drogue. Par exemple, au début des années 1980, la cocaïne et le cannabis importés aux États-Unis transitaient par la Floride, mais un effort d'interdiction a poussé les trafiquants vers les Caraïbes et le Mexique. L'interdiction engendre les coûts considérables pour les trafiquants. Les coûts d'importation sont beaucoup plus élevés qu'ils ne le seraient si les frontières n'étaient pas surveillées. Ce qui est imprévisible est à savoir si les augmentations ou les réductions considérables des budgets d'interdiction ont plus que les effets marginaux sur les prix d'importation. Il n'est pas plus clair si les coûts associés à la surveillance aux frontières pourront être maintenus à long terme si le commerce se globalise et augmente. Deuxième intervention au niveau de l'offre est l'application de la loi dans les enquêtes criminelles. Toutes les nations mettant l'accent sur l'importance d'arrêter et de sanctionner ceux qui réalisent les plus grands profits grâce au trafic de drogue. Ce sont les gros trafiquants. Cependant, étant donné que ceux-ci investissent de façon massive dans leur production contre l'application de la loi, les enquêtes sont parfois longues et coûteuses. Et ce ne sont pas toutes les nations qui ont les moyens ou qui les mettent de l'avant de faire de la surveillance électronique et d'utiliser des agents doubles dans les enquêtes, ce qui est souvent requis pour atteindre ces gros trafiquants. Les enquêtes de grande
envergure, imposant aussi des coûts aux fournisseurs de drogue par la saisie des drogues et des biens. Il est particulièrement difficile d'apprécier les effets de l'application de la loi à ces niveaux parce que ni les entrants ni les extrants pouvant être évalués avec précision. La plupart des actions de l'application de la loi visent les petits marchés de détail, simplement parce que la majorité des acteurs du marché de la drogue opérant dans ce secteur. Les marchés pouvant passer d'une forme à une autre. Les petits marchés locaux bien établis pouvant résister aux arrestations, même plusieurs, parce que les revendeurs sont facilement remplacés et qu'une part substantielle de la distribution s'effectue entre amis. Un autre élément important à considérer pour les marchés concerne le niveau de violence dans un pays donné, particulièrement la violence liée aux armes à feu. La vente agressive dans un pays violent comme le Mexique ou les États-Unis peut déclencher une vague de violence et d'homicides avec des effets collatéraux sur la vitalité économique des quartiers environs. La littérature internationale n'est généralement pas très optimiste au sujet du potentiel de l'application de la loi pour réduire l'usage. En conclusion, l'application locale de la loi n'est probablement pas une stratégie viable pour réduire l'usage. Ses principaux effets consistent plutôt à possiblement contrôler les dommages liés au marché, encourager le consommateur dépendant à entrer en contact avec les services sociaux et exprimer l'indignation morale de certaines personnes vivantes dans les communautés. 5 observations provisoires pouvant être avancées à propos des effets des mesures de contrôle. Premièrement, l'éradication de plantations et l'interdiction n'est pas un programme viable. Ils n'ont pas produit des perturbations temporaires des marchés suffisants pour affecter l'usage et les indicateurs de santé associés. Mais ce succès ne peut pas être répliqué constamment. De telles interventions ne semblent pas pouvoir perturber les marchés de façon notable. Troisièmement, le soutien empirique n'est pas faible concernant l'efficacité des enquêtes de haut niveau. Finalement, l'application locale de la loi n'est pas probablement une stratégie viable pour réduire l'usage des drogues, réduire l'usage de drogue. Même si les pays développés varient considérablement dans le niveau d'activité d'application de la loi orientée vers l'offre, l'application de la loi constitue la plus grande partie des dépenses gouvernementales en matière de drogue dans plusieurs pays. Il est donc frappant que si peu puisse être dit sur l'efficacité de l'application de la loi à atteindre ces objectifs. Une autre approche de contrôle du cannabis consiste soit à augmenter les pénalités criminelles
associés à l'usage de drogue ou à réduire les pénalités associées à certains types d'usage afin d'éviter d'embourber le système judiciaire avec les contrevenants en matière de drogue, particulièrement ceux qui ne sont pas engagés dans d'autres crimes plus sérieux. Il y a 3 stratégies d'application, autant au niveau national et international. La majorité des efforts de contrôle ont spécifiquement ciblé les usagers par la criminalisation ou encore par les sanctions de la possession ou de l'usage des drogues illicites. L'application de la loi peut réduire la demande via 3 mécanismes différents. La dissuasion, la contrainte comportementale et la réhabilitation. La menace d'arrestation, d'amende ou d'incarcération pour les usagers de cannabis peut les amener à réduire ou à cesser leur consommation et augmentant les risques d'achat de drogue. Les mêmes mécanismes peuvent aussi faire en sorte que moins de gens s'initient aux drogues. Cette hypothèse postule un effet direct sur la demande qui est cohérent avec plusieurs analyses économiques. Pour les jeunes, les agents de la loi et les sanctions contre les usagers sont souvent informelles, comme par exemple les parents qui retirent des privilèges ou écoles qui suspendent temporairement les élèves. Même si ces agents ne poursuivent pas les contrevenants formellement, leurs actions pouvant décourager l'usage. Les études scientifiques ont montré que l'ajout de petites sanctions, mais probables, réduit l'usage de manière substantielle chez les contrevenants en probation. Par exemple, l'ajout de tests d'urine réguliers suivis de sanctions immédiates pour les tests positifs. Une très petite fraction de la population des consommateurs de cannabis est incarcérée pour des violations liées à la possession, même aux États-Unis. Mais l'arrêt d'agir peut néanmoins affecter substantiellement la demande dans les pays ayant un taux élevé d'incarcération pour la vente de drogue. Approximativement 2,25 millions de personnes furent incarcérées en 2005 aux États-Unis pour tous les crimes confondus. La plupart d'entre elles, incluant les trafiquants et les autres contrevenants, utilisaient d'autres drogues que le cannabis, tout juste avant leur incarcération. Alors que l'arrêt d'agir par l'incarcération peut réduire la quantité de drogue consommée, cela entraîne des coûts énormes et n'est pas nécessairement faisable dans la plupart des pays. L'incarcération a plusieurs effets secondaires qui la rendent
très coûteuses pour la société, incluant les blessures, les ITSS et la tuberculose. Dans plusieurs parties des États-Unis, la surpopulation carcérale a été identifiée comme une préoccupation majeure par les autorités de santé publique et les organisations de droits de l'homme. Le système de justice criminelle peut aussi réduire la demande via la réhabilitation des contrevenants condamnés pour les infractions liées aux drogues, soit par le traitement en prison ou par l'exigence de suivre un traitement, par exemple drug courts et justice alternative. Par exemple, le Royaume-Uni a vu doubler les admissions en traitement entre 1997 et 2006, reflétant largement les références en province du système de justice criminelle. Des années 1970, une tendance contraire à la criminalisation accrue a émergé dans plusieurs pays, incluant les États-Unis et au Canada, alors que les taux de consommation augmentaient. Cette tendance s'appliquait surtout au cannabis, mais aussi d'autres substances contrôlées dans 3 pays, Italie, Portugal et l'Espagne. Une littérature abondante évaluant ces réductions de sanctions est apparue. En somme, des études montrant que l'expérience australienne de décriminalisation et de substitution par des sanctions civiles a eu des effets bénéfiques dans la vie de ceux appréhendés par la police pour la possession de drogue, même si davantage de gens feront appréhendés car il était plus facile pour la police de le faire. D'un autre côté, les données australiennes montrent que les effets sur les patrons de usage de cannabis feront modestes, particulièrement chez des jeunes utilisateurs. Ces études spécifiques sont représentatives d'une littérature évaluative substantielle suggérant que la décriminalisation de la possession a peu ou a pas d'effet sur le taux d'usage. Et ici, nous avons des mesures, des évaluations du changement au niveau de pénalité criminelle et il n'y a pas d'effet sur l'utilisation du drogue dans les pays qui ont fait ces changements, comme l'Italie, l'Angleterre, Danemark, Finlande, Portugal et la Grèce. L'approche portugaise, par exemple, a montré que toutes les drogues qui étaient décriminalisées en même temps, l'acquisition, l'usage et la possession d'une quantité de drogue pour 10 jours et une contravention administrative et les sanctions incluent le traitement obligatoire dans certains cas.
Des impacts négatifs étaient documentés, mais ils sont difficiles à interpréter et il n'y a pas de grands changements, certainement pas de catastrophe observée. Maintenant, nous arrivons à la question clé. Est-ce que la marijuana devrait être légalisée? La légalisation n'est pas simplement un choix binaire entre la prohibition et rendre la production, la vente et la position légale. Des questions simples requièrent parfois des réponses complexes. Si oui, ceux avec un problème de santé ou les consommateurs récréatifs, est-ce que vendre de la marijuana devrait être légal ou semi-légal, comme aux Pays-Bas? Est-ce que les usagers devraient être contraints de produire leur propre marijuana ou de joindre des coops non commerciales? Est-ce que la marijuana devrait être produite et distribuée avec des permis? Donc, la prochaine question que nous allons discuter est la suivante. Quel système est le meilleur pour minimiser les problèmes et maximiser le plaisir? OK. La légalisation regroupe un large éventail des politiques qui se déclinent en au moins 4 grandes catégories. Le type d'organisation autorisée à fournir la drogue, par exemple le secteur privé ou le gouvernement. Les règles dans le cadre desquelles ces organisations opéreront. La nature des produits qui peuvent être distribués, surtout la dose de THC et le type ou forme d'ingestion de cette drogue et le prix de la drogue. Comme nous avons vu, à l'heure actuelle, il y a plusieurs options pour la légalisation ou pour la continuation du processus de libéralisation dans la direction de la légalisation. Nous avons déjà parlé de dépénalisation et de criminalisation, mais il y a des autres choix. D'abord, le système de prescription de drogue. Cette expérience est montrée que le système pharmaceutique légal peut affecter la forme de l'étendue des options de politique en matière de drogue. On peut étendre le système de pharmacie légale pour la distribution et la dispensation de la marijuana. Et pour raison autre que médicale, comme on fait dans l'État de Washington maintenant. Ce système de légalisation de facto est développé sous le nom de medical marijuana dans beaucoup de pays maintenant. Et on entend un effet bénéfice secondaire ici comme la prévention des morts à cause des médicaments opiacés. Deuxième choix, modèle ou option,
c'est à traiter le cannabis comme l'alcool. Il s'agit de légalisation avec commercialisation. À Colorado, il y a des entreprises privées à ce moment à but lucratif qui peuvent participer à la production, la distribution et la vente. Les activités commerciales de ces entreprises sont sujettes aux règles commerciales comme l'alcool, avec des règles additionnelles spécifiques à la drogue. Les règles spécifiques aux substances visant à gérer le marché, pas à minimiser les intoxications, autrement qu'au volant ou au travail. Il existe des restrictions portant sur qui peut utiliser des drogues, quand, où et ce qui est autorisé lorsque intoxiqué. Mais en grande partie, n'importe quel adulte qui n'est pas visiblement intoxiqué peut se procurer des quantités limitées. Producteurs commerciaux et revendeurs ayant des permis pouvant être révoqués pour cause de violation des règles. Ce sont des méthodes de traiter cannabis comme l'alcool. Il y a quelques problèmes avec l'option de traiter le cannabis comme l'alcool. Selon les données d'une enquête américaine auprès d'élèves du secondaire, la légalisation de la marijuana feront probablement augmenter le usage chez les adolescents qui utilisent déjà la marijuana. Près de 2/3 des adolescents qui ont rapporté avoir consommé au moins d'une fois de la marijuana ont dit que la légalisation ferait en sorte qu'ils seraient plus portés à consommer. Aussi, plus des 3/4 de consommateurs lourds ont affirmé que la légalisation ferait en sorte qu'ils seraient plus portés à consommer. Ces attitudes sont peut-être expliquées par la perception de risque chez les adolescents. Cette diapo montre que la perception de risque variait inversement à la prévalence de consommation au cours d'une période de 40 ans aux États-Unis. En résumé, il y a plusieurs désavantages du modèle des permis et débits d'alcool. Le marijuana serait produit et distribué à très faible coût, donnant place à une compétition des prix. La chute des prix pourrait doubler la consommation selon certains économistes. En plus, la réduction de la désapprobation sociale avec l'accroissement de disponibilité, promotion et publicité augmenterait le usage probablement. Avec accès accru à une plus grande variété de puissance de THC, de souches et de produits préparés à base de cannabis, il y a probablement plus de problèmes sociaux, psychologiques et médicaux. Pour ces raisons, certains experts sur le drogue ont proposé une forme de légalisation sans commercialisation. Il s'agit soit d'un monopole d'État, soit
autoproduction, possiblement avec partage informel, soit production et distribution limitée aux organisations à but non lucratif telles que des coopératives de usagers. La première option de la légalisation sans commercialisation. Les monopoles étatiques pour l'alcool, le tabac et d'autres substances ont fonctionné dans plusieurs pays comme le Canada, et États-Unis, la Suède, Norvège. Ce système pourrait couvrir la distribution au détail avec une production sous-traitée au secteur privé. L'effet probable est de couper la demande sur le marché noir tout en conservant les prix à des niveaux élevés, sans miner l'efficacité de l'application de la loi. Les acheteurs pourraient devoir satisfaire un critère de santé et les quantités achetées pourraient être restreintes. Ce n'est pas un mauvais choix entre la prohibition et la légalisation avec commercialisation. Autres options non commerciales sont l'autoproduction et production et distribution limitée, comme nous avons vu dans quelques États aux États-Unis comme l'Oregon. Ce n'est pas simple, comme nous avons vu. Il n'y a pas de solutions sans problème. Ce sont mes conclusions par rapport de la recherche déjà faite à ce sujet. Le contrôle du cannabis est une tâche de tous les instants qui devrait être réévaluée systématiquement. Maintenant, il y avait un gros manque d'évaluation systématique dans ce domaine. Des modèles différents pouvant s'appliquer dépendamment des visées des politiques, de leur structure, de la culture et des traditions religieuses et de l'histoire de l'usage de drogue. La prohibition avec sanctions sévères a empêché, mais pas éliminé l'usage de cannabis chez les jeunes et a créé des conséquences non intentionnelles qui peuvent limiter ses bénéfices. Dès lors qu'une culture de usage de cannabis est installée, il est difficile de l'éliminer complètement. C'est vraiment très difficile à ce moment. À la lumière de la recherche déjà faite au Canada et aux États-Unis, le passage d'une prohibition stricte à une prohibition avec sanctions moins sévères, civiles ou administratives, supprime une partie des impacts négatifs sur les individus et le système de justice criminelle, sans pour autant augmenter substantiellement le usage. Ultérieurement, chaque société et peut-être chaque communauté doit décider si les bénéfices d'intoxication au cannabis valent le coût de ces effets sociaux et psychologiques. Nous parlons d'une politique intégrée des fins médicales et récréatives, la politique de la stupéfaction et intoxication contre la politique de la santé publique. Merci beaucoup de votre attention. Les gros trafiquants sont difficiles à supprimer et le marché est distribué
partout. C'est bien établi maintenant. Donc, si vous avez une libéralisation du marché, il y aura compétition avec les trafiquants gros, mais c'est impossible à dire si ce marché serait éliminé. On estime que les trafiquants peut-être changent dans une direction, un autre type de crime, par exemple, au Mexique, par exemple. C'est difficile à dire l'effet de la libéralisation. C'est une question très importante et il y a des implications énormes quand on pense des effets de libéralisation vers un modèle comme l'alcool. La promotion dans le secteur privé peut avoir des effets substantiels sur les jeunes et changer une situation où il y a variation entre la prévalence de consommation des utilisateurs entre 20 et 40%. Et avec commercialisation, distribution répandue, vous aurez un accroissement de la disponibilité de cannabis pour les enfants, pour les jeunes, avec des effets de santé publique sérieux, je pense.